Très bien. Hum, voilà. Bonjour, bienvenue à la deuxième session de la série webinaire Intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur et ses multiples facettes. Nous avons commencé la première session avec une intervention sur le développement des compétences numériques des étudiants par le professeur Yatan Temperman de l'Université de Mons le mardi dernier. Aujourd'hui, c'est la deuxième session. Nous avons l'honneur d'accueillir le deuxième intervenant, Monsieur Jean-François Van de Poen, qui est actuellement au campus numérique francophone de Hanoï, de l'AEF. Il vient d'arriver au Vietnam justement hier. Monsieur Van de Poen est actuellement en poste à l'Université de Lausanne. Voilà. Mais il vient au Vietnam et il propose volontiers toute une série. Il va intervenir sur trois thèmes dans cette série de webinaires. Aujourd'hui, c'est la première. Par la suite, on va le revoir encore prochainement dans la deuxième et la quatrième session. Il va se présenter tout à l'heure. Mais d'abord, merci de son volontarisme, sa disponibilité, son engagement vers la francophonie pour poser des thèmes qui intéressent beaucoup de participants. Nous avons accueilli au total près de 1000 inscriptions de plusieurs dizaines de pays dans toutes les régions du monde. Et c'est impressionnant, mais nous ne pouvons pas malheureusement tout accueillir. Donc, nous avons sélectionné les candidats avec les profils qui conviennent au mieux à la nature, au sujet de ces webinaires. Et nous espérons que c'est un début, mais ça ne s'arrête pas. On va continuer développer davantage d'activités de ce type. Sans être plus longtemps, je laisse la parole à notre cher intervenant Jean-François de Van de Poen, qui va se présenter et qui va aller directement à l'essentiel. Juste un dernier mot. Vous avez reçu sur le répertoire de partage des documents le support de présentation en trois langues, français, anglais, vietnamien, et tous les trois sont préparés lui-même par notre cher intervenant. Français, anglais et même vietnamien. OK, je vous laisse la parole, nous François. Mais merci beaucoup. Donc, est-ce que tout le monde m'entend bien? Je pense que s'il y a un problème, vous pouvez le communiquer aux collègues. Écoutez, merci beaucoup de m'accueillir. Alors, comme Naïla a dit, le Vietnam, c'est pas pour moi une inconnue, puisque c'est ici que j'ai commencé ma carrière il y a 30 ans. Et donc, j'ai eu la chance de participer à pas mal de projets de l'AUF entre 1994 et 2004. Donc, 94, vous avez compris, je suis un Belge qui vit en Suisse. Alors aujourd'hui, cette rencontre, elle va être vraiment située au niveau de la stratégie et on va voir ensemble justement quels sont les éléments stratégiques qu'il faut prendre en compte quand on pilote notamment une stratégie autour de l'IA. Alors, j'ai développé un modèle qui s'appelle Compass. C'est un modèle au départ qui s'appelle comme ça en anglais, mais on va le présenter. Ce modèle, en fait, il nous permet quoi? Ben, finalement, le défi qu'on a face à l'arrivée du numérique, c'est un petit peu le fait que l'on subisse beaucoup de choses et qu'on n'a peut-être pas le temps ou peut-être on est trop pris de court pour piloter. Et donc, ce modèle, il est vraiment fait pour aider les gens à s'asseoir, à regarder un petit peu comment fonctionnent les choses et à prendre des décisions stratégiques et non pas des décisions de réaction, puisqu'il faut l'avouer, nous sommes toutes et tous dans des décisions de réaction depuis 3 ans. Et donc finalement, ce modèle, il est destiné à nous aider à ne pas subir, à nous situer, mais aussi à piloter sur des preuves, parce que finalement, on sait pas mal de choses en termes de sciences de l'éducation, de numérique, qu'il y a des choses qui fonctionnent bien. Et donc, ce qui fonctionne bien, ce sont des choses à connaître pour que l'on puisse ensuite les adapter dans nos propres trajectoires. Et donc, ce modèle Compass, en fait, il propose une réflexion autour de 8 dimensions.
C'est un modèle au départ qui est basé autour du pilotage de ce qu'on appelle l'enseignement numérique, donc ce qu'on appelle le digital learning en français, en anglais, pardon. Et il y a 8 parties. Donc il y a la première partie, c'est les aspects gouvernance et stratégie. La deuxième partie, c'est portefeuille d'outils et infrastructures. La troisième, le développement professionnel. La quatrième, les compétences numériques des enseignants et enseignantes. La cinquième, les compétences numériques des étudiants et étudiantes. Ensuite, tout ce qui est accompagnement et formation helpdesk. Ensuite, tout ce qui est projet et innovation d'enseignement. Et ensuite, la valorisation de l'enseignement. Et en fait, vous verrez que pour chacune des dimensions, j'ai construit une échelle qui vous permet de vous situer sur une échelle de maturité. Donc, par exemple, pour une thématique principale, est-ce qu'elle est présente ou pas absente dans votre institution? Est-ce que c'est au niveau du pilote? Est-ce que c'est partiellement mis en œuvre? Est-ce que c'est déployé entièrement? Et est-ce que c'est mature, c'est-à-dire déployé depuis quelques années avec une forme de maturité acquise? À côté de ce travail sur le pilotage numérique, dans lequel évidemment l'IA tient une place importante, j'ai analysé aussi avec un collègue de l'Université de Lyon, Christophe Battier, une quarantaine de chartes IA de grandes institutions universitaires dans tous les pays, dans toutes les régions du monde. Et avec Christophe, on a identifié 14 invariants. Ça veut dire que quand on lit ces 39 chartes, ces 39 notes stratégiques, il y a systématiquement des éléments qui parlent pareil. Enfin, là où il y a le plus de ressemblances, c'est qu'il y a systématiquement un invariant sur la formation et la culturation. La transparence à déclaration. Donc, vous avez ici la liste des invariants avec le pourcentage de fréquences dans lesquelles on les retrouve auprès des chartes institutionnelles que nous avons analysées. Alors, pour me présenter, Jean-François, mais on m'appelle plutôt Jeff Van de Poel. Je suis actuellement à l'Université de Lausanne en tant que conseiller IA enseignement. Donc, cela fait 2 ans maintenant que je travaille là-bas en tant que conseiller IA enseignement. Donc, la direction, le rectorat me demande de les aider dans le terme de pilotage de l'IA dans l'enseignement, la formation des enseignants et toutes ces choses qui en découlent. Ou sinon, je suis arrivé à l'Université de Lausanne en 2019 comme adjoint digital learning à l'époque. Avant ça, j'ai travaillé 15 ans à l'Université de Liège en Belgique, dans différents postes liés au management de l'enseignement numérique, la production de MOOC, etc. Et avant ça, évidemment, 10 ans pour l'AEF au Vietnam. J'occupe aussi des fonctions de coordinateur scientifique senior auprès de la Fondation Switch. Alors, la Fondation Switch en Suisse, c'est une fondation financée par les universités qui est destinée à piloter tout ce qui est enseignement numérique en termes d'infrastructure et de pilotage pédagogique. Et voilà, je suis auteur de quelques petits modèles que vous aurez l'occasion de découvrir aussi. Alors, comment est-ce qu'on va procéder aujourd'hui? On va être assez pragmatique. Je vais vous demander de travailler en même temps et d'évoluer ensemble. Et je vous propose que finalement, on travaille dimension par dimension. Et donc, pour chacune des dimensions, on va réfléchir pourquoi cette dimension, comprendre ce qu'elle recouvre, les livrables attendus quand on est pilote une institution, les antipatterns, donc un petit peu les choses qui peuvent nous mettre des bâtons dans les roues. Et puis, il y aura un petit questionnaire d'auto-évaluation. Donc, par dimension, il y a 7 questions et vous pourrez y répondre en ligne. Vos réponses en ligne, gardez-les. Vous pourrez les imprimer à la fin dans un rapport PDF. Mais le site sur lequel j'héberge mes outils ne tient aucune donnée. Donc, soyez libre, c'est anonyme. Et à la fin de votre session de navigateur, les données disparaissent. Ensuite, il y aura un moment de questions-réponses. Et puis, à la fin, un petit résumé de, en gros, ce à quoi bien faire ressemble. Et puis là, on parlera ensuite éventuellement des dimensions explicitement impliquées de l'IA. Alors, avant de commencer, j'arrête mon partage et je vais vous demander de vous rendre sur un site que je vais vous communiquer ici en lien dans le chat. Et là, c'est le site du modèle que je vais utiliser avec vous durant toute la session. Et donc, je me rends dans le chat et je vous donne ceci. Et donc, je vous demande à tous et tous de vous connecter dans ce lien et je vais vous montrer ensemble justement les 2 éléments sur lesquels on va pouvoir travailler ensemble aujourd'hui. Voilà, donc vous êtes normalement tous et toutes ici sur le modèle qui s'appelle Compass. Alors Compass, c'est un anglicisme, mais c'est un modèle, voilà, l'acronyme était mieux en anglais qu'en français, donc je l'ai traduit comme ça. Donc c'est Comprehensive Organizational Model for Pedagogic and Academic Support System. C'est un modèle que j'ai développé dans le cadre de l'accompagnement que je fais auprès d'institutions universitaires dans le monde, quand elles me demandent vraiment de travailler des stratégies numériques.
Et là, ben, sur ce site web, et vous voyez, vous l'avez en français, vous l'avez en anglais, et vous l'avez même en vietnamien. J'ai réussi à le traduire ce matin. Donc, c'est une traduction de Claude. Je l'ai vite vérifié, c'est correct, mais il y a certains mots techniques peut-être qui passent pas bien. Donc, pardonnez-moi ça. Mais en choisissant le menu là-haut, vous avez les trois langues disponibles. Et donc là, on vous explique les dimensions du modèle. Mais ce qui va nous intéresser ici, parce que les dimensions, je vais vous en parler lors de ce webinaire, c'est plutôt que vous alliez directement en bas dans tout ce qui est questionnaire. Vous voyez ce petit lien questionnaire. Ben, si vous allez cliquer dessus dans une nouvelle fenêtre, vous avez ici ce questionnaire Compass. Et vous voyez, pour gouvernance et stratégie, eh bien, vous avez cette question et on verra, bah, on remplira ce questionnaire au fur et à mesure que l'on avance dans le webinaire. Mais je voudrais juste que vous gardiez cette page ouverte. Et donc, vous cliquez en bas sur questionnaire. Et là, ben, pour les questions, il faudra se positionner comme ceci quand ça sera le moment de le faire, quand on aura bien discuté de la dimension. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que nous pouvons continuer? Vous pouvez réagir par appuyer le bouton like. Donc, Oui, si ou j'ai alors, bien compris, on laisse la page questionnaire ouverte parce que ça, il tout n'y a à pas de fait. possibilité d'ouvrir dans un onglet. Oui, vous pouvez l'ouvrir dans un autre onglet. Voilà. Mais c'est la page disons que le site restera pour vous après, quand vous pourrez aller en profondeur dans les dimensions. Mais là, pour l'exercice d'aujourd'hui, comme je vais présenter les dimensions dans un PowerPoint, ben, c'est bien que vous ayez la page questionnaire devant vous. Oui. Et on y répondra après chaque dimension. Parfait. Ben, écoutez, je vous propose qu'on y aille. Et donc, justement, on va commencer par la dimension gouvernance. Alors, quand on met en place une stratégie numérique, elle doit toujours s'appuyer sur deux dimensions. Il y a la dimension, évidemment, qu'on appelle du haut vers le bas, hein, le top-down, où là, quelque part, une institution doit mettre en place tous les éléments nécessaires en termes de politique pour donner le cadre de travail cohérent à ses employés, mais aussi doit se nourrir de ce qui vient du terrain pour le mettre en œuvre. Et donc finalement, c'est pas la gouvernance qui va dicter la pédagogie, c'est pas la gouvernance qui va dicter la manière dont on va utiliser l'IA, par exemple, mais c'est un cadre minimal commun, lisible et responsable, afin que chaque enseignant ou enseignante puisse développer sa propre stratégie. Et donc, à l'ère de l'IA générative, ben, c'est là que l'IA, quelque part, cesse d'être une somme d'usage individuel. Parce que si on laisse un petit peu trop les gens faire ce qu'ils veulent en termes d'IA sans donner de cadre, eh bien, quelque part, en termes de pilotage, c'est compliqué. En termes d'annoncer ou d'énoncer ce qui est interdit ou ce qui est permis, c'est un peu problématique en termes de transparence exigée, de responsabilisation des acteurs, etc., etc. Et donc, cette dimension gouvernance, elle est extrêmement importante. C'est pour ça qu'on voit poindre aussi dans les institutions de grands nombres de chartes. Alors sans cette dimension, évidemment, le reste fragmente. Les outils choisis, c'est du coup par coup, il n'y a pas d'outils institutionnels. Les formations, ben, elles n'ont pas d'objectif clair. On ne traite pas des risques liés à l'IA. On ne traite pas non plus de l'accessibilité aléatoire d'un étudiant à un autre étudiant. En fonction des moyens que l'on a, on n'a pas accès aux mêmes structures. Et donc, quelque part, cette maturité institutionnelle, c'est un signal extrêmement important parce qu'elle va permettre dès le départ à connaître pour votre direction à quel endroit vous vous situez. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut comprendre cette dimension? Alors, ben, de quoi on parle réellement? Ben, pour la gouvernance numérique éducative, ce n'est pas un enjeu informatique. C'est surtout une capacité d'une institution à prendre des décisions éclairées, cohérentes, transparentes, en se basant sur ce qui remonte de ses utilisateurs, sur l'usage du numérique et de l'IA dans l'enseignement. Alors, l'enseignement supérieur, c'est un cas particulier, parce qu'on n'est pas dans une entreprise, une université, c'est un lieu public. Et donc, on ne peut pas décider d'en haut systématiquement et imposer des règles. Surtout en matière d'enseignement. On a la liberté pédagogique qui protège le droit de chaque enseignant et enseignant de choisir ses méthodes. Et donc, il faut aussi travailler avec cette circonstance-là. Alors, en cas d'absence de gouvernance claire, quand elle est négligée, il y a ce qu'on appelle une prolifération de ce qu'on appelle les usages non documentés. Le shadow IT, par exemple, des gens qui vont développer des interfaces informatiques avec l'IA en vibe coding, mais dans lesquelles peut-être la sécurité du code ne permettra pas de protéger vos infrastructures. Et en termes de sécurité informatique dans une institution, on sait très bien que la fragilité vient vraiment des utilisateurs. On peut avoir aussi peut-être des achats multiples, coûteux, pour des décisions de une ou deux personnes qui finalement tomberont dans la désuétude. Actuellement, si je vous donne un exemple en IA,
il y a un an, il y avait beaucoup de logiciels qui vous disaient en fait, donnez-moi votre contenu en PDF ou en PowerPoint, je vous fais des modules en ligne interactifs. Ben, si on achète des licences avec ces outils-là, on se rend compte que 7 mois après, une licence Claude, par exemple, fait la même chose à 25 fois moins cher. Et donc, quand on met une stratégie en place, on a des outils, mais il faut vraiment réfléchir à long terme sur l'engagement que l'on va faire par rapport au choix que l'on fait par rapport à ça. Aussi, ça va que l'IA change la donne dans la gouvernance, parce que finalement, on a évidemment l'intégration de l'IA dans les outils pédagogiques, hein, les LMS comme Moodle, le type d'évaluation, les feedbacks, les traductions. Ça va créer de nouveaux enjeux pour l'enseignement et il faut les anticiper. Ça va aussi créer de nouveaux enjeux parce qu'on va attendre de nos étudiants et des étudiantes une forme de compétences IA qu'ils vont devoir amener dans le monde du travail. Et donc, il y a des attentes du monde du travail par rapport à l'institution universitaire que nous sommes. Et ça, ce sont des nouveaux défis. Mais il y a aussi d'autres dimensions, parce qu'en fait, l'IA impacte notre management quotidien. Donc, nos personnels administratifs ont besoin de développer des compétences IA. Les personnels administratifs ont besoin d'intégrer aussi l'IA dans leurs pratiques, mais de manière, on va dire, respectueuse et réglementaire. Par exemple, surtout au niveau de la donnée, de la protection des données et des données de service de notre université. Et en fait, finalement, c'est vraiment l'IA comme révélateur de la maturité de gouvernance. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un chapitre séparé, mais cette gouvernance, il faut la penser systématiquement pour donner au plus vite un cadre. Alors, qu'est-ce qu'on attend comme livrable quand on parle de gouvernance? Ben, on attend que chaque institution ait une stratégie numérique. 10, 20 pages, mais généralement, c'est plus ou moins la taille d'une bonne stratégie numérique. On attend aussi une feuille de route de 1 an à 3 ans avec des jalons et des budgets pour préparer l'avenir. On attend également une politique IA responsable. On attend des référentiels de gouvernance. On attend des schémas de rôle, des tableaux de bord de pilotage qui, en fonction des données, nous permettront de mettre en œuvre les stratégies qu'on a décidées. Et enfin, ben, des politiques d'usage de l'IA, ce qui est permis, ce qui est interdit et à quelles conditions. Et enfin, ben, il faut aussi la présence d'une instance de pilotage de l'IA et une cartographie des risques. On ne peut pas, dans une institution actuelle, se reposer sur une seule direction par rapport à l'IA, mais il faut plutôt créer une espèce de commission de l'IA qui va traiter ces problématiques. Il n'y a pas besoin de se rencontrer toutes les semaines, 3, 4 réunions par an pour vraiment fixer et garder le cap est une bonne proposition. Alors, les signaux d'alerte, ce qui peut être problématique, c'est que finalement, en effet, on a une pléthore d'outils qui sont adoptés sans critères. Et puis, évidemment, qu'il faut supprimer parce qu'il y a eu des problèmes. On a beaucoup de formations qui sont données à gauche et à droite, mais sans poursuivre un objectif bien clair. On a des chartes IA, mais qui ne donnent pas clairement des lignes d'action. On a beaucoup de données qui sont dispersées à gauche, à droite d'une faculté, d'un enseignant, sans être capable de les agglomérer pour pouvoir avoir de la donnée de pilotage. On a aussi l'accessibilité. L'accessibilité, c'est produire des contenus qui sont accessibles par tous et toutes. Et l'IA peut aider. Et bah, s'il n'y a pas de politique accessibilité en termes d'IA, bah, on aura aussi pas mal de soucis. Alors, cette première partie, cette première dimension, stratégie gouvernance, quelque part, s'arrête ici pour moi. Et je vous invite chacun et chacune maintenant à vous rendre sur le questionnaire et à répondre aux questions de 1 à 7. Et donc, je vais vous le remontrer pour que vous puissiez le faire avec moi. Je vais vous remontrer quel est le principe. Voilà. Donc, vous voyez ici, gouvernance et stratégie, ben, disposez-vous d'une politique d'usage IA révisée et réellement appliquée. Si c'est absent, ben, c'est absent. Si c'est pilote, ça veut dire que vous êtes en train de faire un pilote avec ça, ben, vous le positionnez là. Si c'est partiellement mis en œuvre, c'est là. Si c'est déployé, c'est là. Et si c'est mature, ben, vous allez jusqu'au bout. Donc, c'est là depuis quelque temps, c'est installé et c'est réfléchi. C'est la même chose pour la deuxième question. Existe-t-il une stratégie numérique éducative communiquée à l'ensemble des acteurs? Une instance pluridisciplinaire pilote-t-elle l'IA? Les parties prenantes participent-elles à la définition des priorités? La transparence sur l'usage de l'IA est-elle exigée? Suivez-vous des indicateurs de progression réguliers? Et la sobriété numérique, dont l'empreinte des usages IA, est-elle inscrite comme orientation politique? La sobriété numérique, c'est se dire que ben, les IA sont énormément consommateurs d'eau et d'énergie, sont des matières extrêmement rares dans le monde actuellement, donc il faut les préserver. Et donc, c'est aussi apprendre aux gens à utiliser les bons systèmes
En installant une IA localement sur ton ordinateur, on va couvrir plus ou moins 80% de ses besoins et on n'a peut-être pas besoin de passer par des systèmes qui coûtent très cher. Voilà. Donc, je vous laisse réfléchir 5 minutes et je vous laisse compléter cette partie. Et si vous avez des questions, ouvrez votre micro ou allez dans le chat. Oui, je vois par Yassé Abdullah, vous activez votre micro. Est-ce que vous voulez parler ou... Non. Moi, je ne vois pas vos résultats, donc c'est vraiment une réflexion que je vous demande de faire 3-4 minutes de votre côté. Et puis, on reprend dans 5 minutes pour la dimension suivante. Allô, Mais bonjour, oui, bonjour. oui. Oui, juste pour voir là, quelles sont les questions à traiter, parce qu'il n'a qu'à revenir un peu sur l'écran pour qu'on voit aussi les questions à Oui, traiter, quoi. Et dessus, alors, les questions à traiter, quand vous allez sur le site, je vais vous remontrer, quand vous allez sur le site que je vous ai donné, vous cliquez sur le menu de gauche, auto-évaluation, vous cliquez sur questionnaire, et là, vous avez les questions, dimension par dimension, en déroulant vers le bas. Et donc, pour l'instant, nous traitons les questions de la partie 1, donc gouvernance et stratégie. Question de question gouvernance et rôle, c'est pas ça? Voilà. Et là, vous Gouverne- positionnez votre curseur à l'endroit où vous souhaitez répondre. Donc, bah, écoutez, moi, je vais répondre pour mon institution aussi. avons-nous une validation à faire? Non, Non, la juste validation, vous la faites en positionner. fin de questionnaire et puis il vous fera un petit rapport que vous pourrez imprimer en PDF. D'accord, Moi, je merci. vois gouvernance et rôle, hein, je ne vois pas gouvernance et... Alors moi, je vois ici, en fait, quand vous allez dans auto-évaluation, questionnaire, vous arrivez à un questionnaire Compass et normalement, c'est écrit gouvernance et stratégie. Ça nous demande de remplir toutes les sessions, hein. Non, non, ici, les 7 premières questions, simplement, la première section. Après, Ah, d'accord. étape par étape, on va faire au fur et à mesure faire le questionnaire. D'accord. Voilà, moi, par exemple, je viens de répondre par rapport à mon université. Mais sur l'interface de l'utilisateur, on voit que voilà, les 7 réponses, chacune, c'est les 7 questions, chacune à un niveau différent peut-être, mais on Oui, voit en fait, pas il y a, l'ensemble. pour chaque question, vous devez vous positionner sur une échelle de 5 niveaux. Soit c'est Oui. absent, soit c'est en forme de pilote, donc c'est un test que vous faites actuellement, soit c'est partiellement présent, soit c'est déployé, ça fonctionne, ou soit c'est mature, c'est-à-dire que c'est déployé depuis un certain temps et ça fonctionne très très bien. Hmm. On remplit, on attend et on va Oui, en passer simplement, vous à la... voyez, en bougeant votre curseur ici. Oui, oui, et seulement le résultat final de toutes Oui, les après les sept sessions dimensions. après. OK. À Oui, la fin. oui, exactement. Alors, je vous OK. laisse 2 minutes, puis on va reprendre pour la dimension suivante. Oui. Donc, je disais, alors, où est-ce qu'on valide les réponses validées? Je suis Vous la ne les personne, mais validez je pas, n'arrive elles pas à se valident toutes valider. seules. Euh, Si vous ne bougez pas la euh, page, elle se valide à la fin du questionnaire. Donc, à la fin du D'accord. questionnaire, ici tout en bas, vous avez voir mes résultats et là, vous pourrez les voir. Mais là, il faut le faire après les 7 dimensions. Là, on vient de couvrir la première dimension. Ok, bah écoutez, je vous propose qu'on passe à la dimension suivante, à moins qu'il reste des questions sur cette dimension. Donc, soit vous pouvez les adresser sur le chat, soit vous pouvez les adresser verbalement. Donc, je vais vous laisser 1 minute pour prendre la parole si vous le souhaitez. Euh,
Et ensuite, on va pouvoir continuer pour la dimension numéro 2. Je pense qu'on peut continuer. Comme D'accord, ça, à la fin, on pourra avoir toutes les questions à la fin. très bien. Allons-y. Alors, on arrive maintenant à la dimension numéro 2. Alors, je vais juste prendre mon bon PowerPoint. Je pense que c'est ça, voilà. OK. On vient de faire l'auto-évaluation. On vient de faire des questions-réponses avec vous. Donc, quelque part, voilà un petit peu ce qui ressemble à du bien faire dans cette dimension qu'on vient de voir. Stratégie courte et claire, usager informé, chaque cours affiche une note d'usage IA sur ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, un guide de traçabilité de déclaration IA, une valorisation continue des efforts faits par les enseignants, un catalogue public de décisions et des données utiles pour piloter. Maintenant, la dimension 2, c'est quel portefeuille d'outils numériques et d'infrastructures je mets à disposition. Parce que je peux avoir une politique claire avec des stratégies. Maintenant, je dois permettre que cette politique se mette en œuvre grâce à un ensemble d'outils que je peux mettre à disposition de mes enseignants et de mes étudiants. Et là, on va voir que finalement, cette dimension, elle vient du fait que le portfolio d'outils, c'est l'ensemble des technologies, des plateformes, des services numériques que je vais mettre à disposition de chacun et chacune des membres de l'institution. En termes de gestion, il est souvent dangereux d'avoir un énorme portefeuille. Il vaut mieux avoir 4 ou 5 outils bien déterminés que 50 micro-outils. Et malheureusement, à l'heure actuelle, les institutions disposent de plus d'outils que jamais. Par exemple, vous voyez, sur les IA, on va laisser les profs utiliser Claude, ChatGPT, Qwen, ou n'importe quel type de, euh, n'importe quel DeepSeek aussi, donc pas n'importe quel type de plateforme. Mais on va se rendre compte que c'est pas vraiment une bonne idée, parce que si on veut développer après une stratégie et des formations en conséquence, ben, il vaut mieux un petit peu limiter le catalogue et bien le documenter. Alors en Suisse, par exemple, et en Europe, l'accessibilité, c'est une obligation. Ça veut dire que tous les contenus numériques que vous mettez en ligne sont des contenus que vous allez devoir mettre aux normes de l'accessibilité, donc afin que chacun et chacune des personnalités dans leur diversité puissent les lire correctement. Donc cette notion est extrêmement importante. Et en fait, l'intégration d'outils liés à l'intelligence artificielle, ben, comme je vous le dis, elle peut être multiple et il faut faire un petit peu attention parce qu'on dépasse la, la question est simplement technique. Par exemple, un système de surveillance caméra des examens à distance, ça veut dire que vos étudiants doivent développer sur leur ordinateur un mouchard qui va surveiller tout ce qu'ils font. Et donc ça peut poser des problèmes légaux. Si par exemple, je mets en place un système de chatbot pédagogique dans lequel mes étudiants pourront avoir un support dans l'apprentissage, ben, où est-ce que vont leurs données? Euh, Est-ce qu'elles entraînent des modèles qui sont après en extraction de données qu'ils vont vendre? Et puis au niveau du chatbot pédagogique, comment je vais le paramétrer? Parce qu'en fait, si vous demandez n'importe quelle question à un tuteur IA comme ChatGPT qui n'est pas paramétré pour être un tuteur, ben, on ne sait pas du tout où vont être les réponses. Par contre, si on le paramètre nous-mêmes pour qu'il y ait des comportements pédagogiques souhaités, là, on a quelque chose qui peut répondre aussi aux besoins. Et donc, c'est vraiment important au niveau de tous les outils qu'on vous propose, de toujours se poser la question des risques que l'on encourt par rapport à ça. Autre chose importante, c'est ben, par exemple, on a beaucoup d'entre nous utilisé LMS comme Moodle, des systèmes de vote comme WooClap. C'est important que tout soit interopérable. Donc, je sais que si j'utilise WooClap, je peux mettre dans Moodle. Je sais que du coup, si je mets une technologie IA, ben, est-ce que je peux l'interconnecter avec les outils qui sont déjà en place? Donc, c'est l'interopérabilité. Et ça, c'est aussi une dimension extrêmement importante. Et donc, c'est dire aussi qu'on ne peut pas développer à long terme une pédagogie de l'IA sans qu'il y ait un socle de confiance et sans que les outils IA mis à disposition des enseignants ou des étudiants ne soient clairement présentés avec leurs risques, un cadre d'usage et les avantages qu'ils peuvent proposer. Alors, en Europe, actuellement, dans les universités européennes, il y a beaucoup d'universités qui ont des accords avec Microsoft. Et donc, ben, on a toute la suite Microsoft et on a aussi du coup Microsoft Copilot, qui est le chatbot sur lequel on peut avoir accès à nos données et permettre justement que nos étudiants et étudiantes y mettent de la donnée personnelle ou de la donnée liée au secret de fonction. Là, on est garanti qu'il n'y aura pas de problème. Par contre, ben, les usages des autres chatbots, souvent américains, ben, là, il n'y a pas de garde-fou. Et donc, quand on utilise
ces choses-là, ben, il ne faut pas mettre de données personnelles, il ne faut pas mettre de données liées au secret de fonction, surtout pas de données sensibles comme des données médicales ou des données psychologie des gens ou autres. Et donc voilà, il faut mettre un système en place qui est un système efficace, mais un système qui respecte les règles en termes d'accessibilité, d'interopérabilité et surtout en termes légal. Alors, ça veut dire quoi? Ben, on attend un catalogue d'outils avec des fiches de données claires. On attend des référentiels d'intégration. Donc, si j'ai un outil IA, est-ce que je peux mettre un LTI? Est-ce que je fais appel à une API, par exemple, de ChatGPT ou Claude? Si c'est le cas, ben, comment est la gestion des données par cette API? Soit j'installe un single sign-on, etc. Il faut un guide d'accessibilité pour vérifier que l'ensemble des outils que je propose respectent ces règles-là. Donc, WCAG, c'est les normes mondiales d'accessibilité. Possibilité aussi pour les profs d'avoir une politique de bac à sable. Vous voyez, un système dans lequel un enseignant peut rentrer dans un logiciel et sortir quand il veut. Un plan de continuité, parce que c'est bien de signer quand on a un budget d'extérieur, une licence avec tel ou tel outil, mais quand le budget extérieur disparaît, ben, comment on fait pour le maintenir dans l'institution? Donc, il faut toujours penser à long terme. Si vous avez une petite entreprise qui est une start-up qui fait des choses intéressantes, c'est très très bien, mais on sait dans le monde du numérique que les start-up souvent se font acheter par des grosses boîtes pour se faire ensuite avaler et disparaître. Et donc, quand on choisit des outils, il faut toujours penser ce qui sera toujours là dans 2, 3, 4, 5 ans, ou sinon, à chaque fois, il faut faire ce qu'on appelle des migrations, et c'est assez problématique. Et donc, voilà un petit peu cette partie sur l'infrastructure informatique à mettre à disposition. Et là, c'est là, par exemple, en Suisse, on a une fondation qui s'appelle Switch, dans laquelle je travaille aussi, et qui permet justement de mutualiser ces éléments-là afin que chacune des institutions puisse avoir justement un portfolio minimum qui se ressemble d'une institution à l'autre aussi. Alors, l'anti-pattern, ben voilà, un zoo d'outils non documentés, hein, c'est dangereux, les shadow ID, les étudiants qui utilisent n'importe quel chatbot sans contrôler ce qu'il y a, qui mettent des documents du professeur qui sont normalement dans du copyright dedans, bah, qui font leurs travaux aussi avec ça. Pour un enseignant, c'est mettre des travaux d'étudiants et les corriger avec l'IA, ce qui est aussi interdit parce que bah, un travail d'étudiant, c'est de la donnée personnelle, et donc on n'a pas le droit de le mettre sur une IA qui n'est pas une IA protégée. Et donc finalement, tous ces éléments font que c'est un peu une jungle, et c'est un peu le cas actuellement où finalement, sans cadre, on n'a bah, pas d'outils clairs, et alors on a du coup une jungle d'utilisation qui est impossible à contrôler. Maintenant, c'est le moment de faire l'auto-évaluation pour la deuxième partie. Donc, vous restez dans le questionnaire. Et donc, l'institution propose-t-elle un catalogue clair d'outils? Est-ce que chaque outil intégrant l'IA dispose d'une fiche donnée? Est-ce que les outils proposés sont interopérables? Donc voilà, il y a 7 questions sur lesquelles vous pouvez répondre, dont 3 en lien avec l'IA. Et donc, comme à l'étape précédente, je vous laisse les compléter et moi, je vais faire de même pour la mienne. Pour certains sites où il y a une connexion collective, euh, voilà, plusieurs collègues participent dans une salle avec un seul point de connexion. Je propose aux animateurs de ces sites de fournir directement le lien aux participants afin qu'ils puissent faire ensemble Oui. le questionnaire. Je vais expliquer en vietnamien. Mhm. Một số thầy cô ở các trường ở Việt Nam mà chúng ta có tổ chức các cái điểm kết nối chung đó, à, thì
tôi đổi lại cái ngôn ngữ tiếng Việt. Nè. Thì như vậy ở các điểm ở Việt Nam mà chúng ta có kết nối tập thể chung, thì các thầy cô điều phối tại các điểm đó có thể là gửi cái đường dẫn của cái form tự đánh giá cho cả phòng, và các thầy cô trong phòng chúng ta cũng có thể cùng tham dự, và chúng ta sẽ cùng kết nối và chúng ta cùng làm cái phiếu tự đánh giá đó được. Oui, moi j'ai une salle à l'intérieur du pays, mais ils sont tous de la même université. Donc, pour le moment, une seule personne peut remplir. C'est les mêmes explications. On, Maintenant, en on dessous, peut ça peut poser problème. on peut avoir plusieurs points de vue différents au sein d'une institution. Donc, pour une personne, c'est avancé, pour une autre personne, ça peut être moins avancé. L'important, c'est que chaque personne puisse manipuler l'outil Répondre et comprendre comment ça exactement. marche. Mais je pense qu'ils le font. Mm. C'est très bien. Alors, je vous Un rappelle que focal à l'outil l'université ne garde Alassane aucune Ouattara. donnée. L'outil ne garde aucune donnée et le site est disponible quand vous le voulez, hein. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui est supprimé à la fin du OK. webinaire. C'est un site qui est public et gratuit que j'ai développé. Alors, on continue la dimension 3. Et là, on va rentrer dans une dimension qui commence à être une dimension intéressante pour nous. C'est de se dire que finalement, on va parler du développement professionnel. Développement professionnel, quelque part, c'est ce qui va faire le pont entre l'infrastructure et la stratégie et les pratiques de terrain. Et donc, si je n'ai pas une montée en compétences de mes étudiants et surtout de mes enseignants et enseignantes, ben, les outils, il faut rester sous-utilisés. On sait très bien, par exemple, que ben, 85%, ou 85%, comme on dit chez moi, des utilisateurs Moodle utilisent Moodle uniquement pour mettre du PDF. Et donc, ça peut poser problème. Et donc, il faut vraiment mettre une stratégie aussi de formation et d'accompagnement du développement des enseignants et des enseignantes pour qu'ils puissent vraiment utiliser toutes les plus-values pédagogiques des outils que je mets à disposition dans le cadre de la stratégie. Et là, donc, quand on a fait l'étude des chartes, on voit que l'invariant le plus fort, c'est la formation. Et donc ici, on veut littératie IA, éthique, conception, évaluation à l'ère de l'IA, sont toutes des choses sur lesquelles on a besoin de se positionner, on a besoin de développer les compétences de nos enseignants et enseignantes. Alors, ça veut dire quoi? Ben, développement professionnel, ça veut dire que les enseignants, vous êtes des enseignants de matière, hein, vous êtes des enseignants de chimie, de géographie, des sciences de l'ingénieur, que sais-je. Et en fait, la partie vraiment liée à l'enseignement, c'est quelque chose que vous avez appris un peu en parallèle, mais vous êtes avant tout des enseignants-chercheurs. Et donc, le rôle d'une institution, c'est de s'assurer qu'en termes de pédagogie, en termes de pédagogie de l'enseignement supérieur, on puisse vous développer au fur et à mesure de votre carrière afin que vous améliorez vos capacités pédagogiques qui sont déjà aussi en lien avec vos grandes capacités d'enseignement de vos domaines et de vos savoirs. Alors, la plupart des institutions, elles proposent parfois des petits ateliers, souvent centrés sur une fonction d'un outil plutôt qu'un concept pédagogique. Donc, on va vous montrer comment fonctionne un chatbot, pas comment vraiment faire un bon prompt. On va vous montrer comment utiliser une machine à quiz dans Moodle sans vous expliquer c'est quoi un bon QCM en termes de pédagogie. Et donc, il ne faut pas uniquement limiter les approches à des approches d'usage des outils, mais il faut surtout pouvoir mettre de la chair dans ces outils et insister au niveau de la formation. Il faut aussi former les gens à une intégration responsable de l'IA. Donc, pas comme une exigence, mais pas comme une option non plus. Donc, avec les LLM qui apparaissent, GPT, Claude Gemini, et leur intégration dans les outils pédagogiques, ça veut dire qu'il faut former les étudiants et les enseignants à bien plus qu'un usage, puisque quelque part, on va le voir un peu plus tard, mais quand on est enseignant actuellement, on a des usages qu'on appelle substitutifs. On utilise la technologie IA pour faire des choses qu'on fait déjà ailleurs, mais plus vite, mais pas pour faire des choses nouvelles. Donc, typiquement, bah, j'utilise la technologie IA pour mettre en forme mes contenus, pour créer mes PowerPoint, pour faire des QCM, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Et donc, quel usage je peux mettre en œuvre pour vraiment faire de la transformation de mon enseignement avec l'IA? Et là, on parle de tuteurs adaptés, on parle de simulation et d'interface de simulation. Et là, on est dans des usages transformatifs qui sont beaucoup plus intéressants. Et bien, évidemment, l'accessibilité et l'inclusion, parce que bah, expliquer ça à nos profs, ça fait partie de compétences qu'ils ne maîtrisent pas encore et qu'ils doivent maîtriser. Et là, on parle de UDC, hein, Universal Design for Learning, donc la conception universelle de l'apprentissage en français, la CUA. Ensuite, la reconnaissance comme condition de développement, ça veut dire que quelque part,
si on forme des profs sans reconnaissance institutionnelle, ben, ça va s'épuiser. Et donc, il faut que les enseignants qui investissent du temps dans leur développement professionnel, ben, en plus de leurs obligations de recherche et d'enseignement, ils soient aussi récompensés et que du coup, les dossiers de promotion tiennent aussi compte de ces éléments-là. Et ce qu'on retrouve comme invariant le plus consensuel du corpus, la formation, ben, c'est aussi le plus trompeur. Parce qu'en fait, il est facile de remplir des salles avec des taux de satisfaction très hauts. Il est facile de faire des tutoriels en ligne sur des usages techniques, des outils IA. Mais est-ce qu'on a vraiment travaillé ben, l'incarnation de la pédagogie au travers un outil? C'est un petit peu un défi. Donc, c'est pas parce qu'il y a des formations qu'elles sont pertinentes et cohérentes. Donc, généralement, dans le développement professionnel, ça inclut aussi notre personnel administratif qui encadre l'enseignement. Ben, il faut un catalogue de formation clair qui va de la découverte jusqu'à un niveau avancé. Il faut des parcours alignés. Par exemple, au Discompédu, je ne sais pas si Gaëtan vous a parlé de ça mardi, mais il existe des référentiels IA, des référentiels de compétences numériques sur lesquels on peut se baser. Donc, les formations que l'on donne et que l'on dispense doivent être aussi adaptées à ces référentiels. On peut aussi prendre ce qu'on appelle des cliniques ou des consultations avec prise de rendez-vous, où là, les enseignants et enseignantes peuvent venir voir un conseiller pédagogique, un ingénieur pédagogique qui va pouvoir développer des choses avec vous. On va développer une bibliothèque de ressources, hein, des guides, des scénarios et autres. Peut-être aussi proposer des ateliers de rencontre entre les gens qui utilisent l'IA, donc à travers des cafés ou autres. Puis un système de reconnaissance, donc voilà, micro-certification, un badge. Et donc quand un enseignant a fait un module particulier, qu'il puisse ajouter cette compétence à son propre portfolio. Évidemment, dedans, il y aura des modules IA et enseignement. Donc là, on ne va pas parler de l'aspect technique, mais en gros, l'aspect éthique. Comment, par exemple, transmettre des compétences éthiques à nos étudiants dans l'écriture avec l'IA? Comment concevoir du matériel pédagogique avec l'IA? Ben ça, on le verra ensemble lors du prochain workshop. Comment adapter mon évaluation à l'ère de l'IA? C'est aussi quelque chose qu'on verra dans le workshop numéro 4, je pense. Et donc, tout ça fait que je peux aussi imaginer des scénarios de classe qui intègrent l'IA par discipline. Et donc, généralement, quand on a mis en place quelque chose de cohérent sur le développement professionnel, c'est les livrables qu'on est en droit d'attendre à ce moment-là. Les antipatterns, les signaux d'alerte, ben, un catalogue de formations qui est déconnecté des besoins réels, qui est le même depuis des années, des formations denses uniquement en présentiel, alors que les enseignants chez nous préfèrent typiquement des formats de 45 minutes, voire 1 heure en ligne. Pas de différenciation de parcours d'un prof à l'autre, pas de mention de l'IA ou quelques promesses irréalistes, pas de reconnaissance par rapport à la participation et du coup pas de mesure uniquement par satisfaction à chaud. Et donc bah, il faut aller plus loin que ce que l'atelier était bien ou il n'était pas bien, mais il faut suivre un petit peu sur le long terme ce que ces gens en font et une fois qu'ils sont rentrés dans la sphère de la formation, en faire devenir un petit peu des membres d'une communauté de pratique. Et donc, bah, pas de formation réduite aux outils pour les IA. Et puis, bah, l'IA jamais comme solution miracle parce que l'IA commet beaucoup d'erreurs. Mais il faut surtout développer son esprit critique. Même chose, on en a maintenant, on en arrive à l'auto-évaluation. Donc, par rapport à cette partie de développement professionnel dans votre institution, ben, est-ce qu'il y a une formation continue? Est-ce qu'il y a des modules dédiés à l'IA pour les enseignants et enseignantes? Est-ce qu'il y a un accompagnement individuel qui est disponible? Est-ce que vous mesurez le transfert des usages dans la classe ou vous mesurez simplement la satisfaction à la fin de l'atelier? Est-ce qu'il y a des ressources en libre accès qui sont disponibles? Est-ce que vous encouragez le partage et une reconnaissance est-elle prévue? Donc, je vais faire comme la précédente. Pour chacune de ces dimensions, je vais moi-même me positionner dans mon université. Moi, je ne vous attends plus, hein. Je sais pas pourquoi, mais je ne vous attends Non, plus. non, non, c'est la pratique. C'est parce que je ne parle pas. D'accord, ok. Donc, Voilà, je vous laisse faire le petit travail de remplir le questionnaire. Et donc, pendant ce ouais, temps-là, je suis silencieux ouais, et je vais peut-être boire une petite goutte d'eau. ouais. Vous avez quelques collègues en face ou pas, Jeff? Ouais, ça va. Il y a mon ami qui est en salle qui va aller prendre un petit Ouais, peu d'eau. Merci. ouais, ouais. Ok.
Est-ce que vous avez tous et toutes fini cette partie-là? Envoyez-moi un grand pouce Oui. si c'est le cas, et comme ça on passe à la suivante. Alors, oui, 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 désolé. Oui, je pense qu'on peut avancer, hein. on peut avancer. Très bien. Alors, on va continuer. Et donc, même chose, on va maintenant passer à la dimension suivante. C'est les compétences numériques des enseignants et enseignantes. Alors, sur cet élément-là, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont dû être discutées avec Gaëtan la semaine, enfin, ce mardi. Donc, c'est peut-être un élément sur lequel on va passer un peu de temps. Merci. Et on va d'abord comprendre cette dimension. Alors, les compétences numériques, il existe un référentiel, enfin des référentiels, le PIX en France, le DIGCOMP en Europe, d'autres référentiels aussi. Et pour l'IA, il existe aussi des référentiels, et l'UNESCO, par exemple, sur un niveau mondial, vient de proposer, il y a plus ou moins 2 ans, un référentiel des compétences IA des enseignants et des enseignantes. Je peux vous le transmettre aussi, le lien est facilement trouvable. Et donc, quelque part, on porte sur la... C'est pas une capacité, quelque part, pour un enseignant de comprendre l'informatique derrière l'IA, mais c'est plutôt une dimension qui porte sur la capacité de chaque enseignant à agir efficacement dans un environnement numérique. Donc pas seulement l'outil, mais surtout les activités pédagogiques cohérentes, évaluer avec les outils de manière précise, avoir des rapports à la société qui sont cohérents en termes de santé mentale, en termes d'environnement, etc., etc. Et donc, une erreur fréquente qu'en fait, qu'on commet plus ou moins tous et toutes dans les institutions, c'est de se dire que la compétence numérique ou la compétence IA, c'est simplement la capacité d'utiliser un outil, un LMS, une visioconférence ou un chatbot, alors que c'est bien plus complexe que ça, notamment comme le démontrent les études de Mishra Köhler, hein, le TIPAC, et autres études. C'est important aussi qu'on puisse donner la possibilité aux enseignants et enseignantes de s'auto-évaluer. Et donc, je pourrais vous le partager aussi. Une fois que vous avez un référentiel de compétences qui est déterminé, on peut faire un petit outil d'auto-positionnement des enseignants et enseignantes afin qu'ils puissent mesurer leur degré de maîtrise de ces compétences et du coup de savoir à des endroits où ils peuvent se développer. Typiquement, l'outil Selfie for Teacher qui est développé à la Commission européenne vous permet, par rapport aux compétences numériques, de faire un diagnostic assez rapide en termes de compétences numériques pour enseigner. Il y a aussi quelque part la conception et l'évaluation à l'ère de l'IA. Et là, ça pose problème. Alors, concevoir du contenu via l'IA en tant qu'enseignant, c'est quelque chose qui devient maintenant assez facile. On peut même faire des études de cas, des choses relativement interactives. Mais du coup, ça va aussi, on va devoir aussi au niveau de l'évaluation, et ça, on en parlera dans le workshop la semaine prochaine, le 14 juillet. Donc, c'est la semaine suivante. Il faut repenser un peu l'évaluation, parce que dans les travaux, les dissertations et autres, eh bien, c'est clair qu'avec la présence de l'IA, on est confronté à une nouvelle donne, un paradigme qui change. Et donc, on a besoin de retravailler ces notions, de retravailler les épreuves qu'on propose et de repenser un peu l'évaluation. Ça sont également des compétences numériques des enseignants et enseignantes. Toujours mettre l'IA comme un usage responsable. Et donc, le cadre de compétences, il ne peut pas traiter uniquement l'IA comme une simple fonctionnalité, mais quand on utilise l'IA, il y a un impact environnemental. Il y a un impact sur l'apprentissage, puisque nos étudiants et étudiantes, s'ils étudient trop avec l'IA, ils risquent d'avoir ce qu'on appelle une perte cognitive. Et donc, quelque part, on a plutôt envie que nos étudiants continuent à développer des compétences de manière normale, plutôt que de voir leurs compétences cognitives diminuer parce qu'il y a une délégation systématique à une machine qui, de surcroît, n'est pas une machine infaillible. Et donc finalement aussi, ce qui apparaît au niveau des enseignants comme important en termes de l'IA, c'est qu'il faut plutôt réformer l'évaluation plutôt que la défendre. Parce qu'il y a la voix qui demande par exemple que les gens viennent à tous des écrits crayon papier dans les salles. Pourquoi pas? C'est vrai que ça peut nous permettre d'avoir une mesure vérifiable, mais ça ne nous permettra plus de mesurer du travail en profondeur intellectuelle par des dissertations, des choses qui prennent plusieurs jours de travail comme type de d'épreuve. Donc, quand on a justement ces compétences numériques des enseignants, il y a un cadre de compétences institutionnelles qui est défini. Il y a une grille d'autopositionnement qui est disponible avec un feedback. Il y a des cartes de parcours par niveau et des unités IA qui sont distribuées, des badges pour attester de la formation. Il y a quelques petits modèles comme le SAMR, le TIPAC,
qui sont disponibles pour aider nos enseignants et enseignantes à réfléchir autour d'une intégration intelligente du numérique. Et on a aussi des tableaux de bord de progression avec des grilles de niveau d'autorisation IA par activité et des guides qui permettent aux enseignants de concevoir et évaluer avec ou malgré l'IA. Donc ça, c'est un petit peu tout ce qui est compétences numériques des enseignants. Alors, s'il n'y a pas de cadre abstrait, ben, du coup, les enseignants ne savent pas trop où y aller. S'il n'y a pas d'autopositionnement, mais ils ne savent pas où ils se trouvent non plus et ce sur quoi ils doivent travailler. S'il n'y a pas de différenciation, ben, justement, en fonction du positionnement de chacun et chacune, on ne sait pas trop justement comment aller dans l'un plutôt que dans l'autre. Et puis, si on peut se focaliser aussi sur l'outil, sur la conception PEDA. Donc, tout ça, c'est des choses assez dangereuses où l'IA traité comme un tabou ou une solution magique, puisqu'il y a des enseignants qui pensent qu'interdire l'IA, c'est quelque chose de faisable alors que ça ne l'est pas. Pas de suite de progression, pas de pilotage. Et puis quelque part, on va défendre l'ancien format d'évaluation parce qu'on va imaginer qu'un outil pourra détecter la présence de l'IA. Et ça, croyez-moi, il n'existe pas d'outil qui détecte la présence d'une IA de manière fiable. Et on le verra aussi le 14 juillet. Toutes les études qui ont été faites dans lesquelles on a proposé à un professeur de lire des travaux d'étudiants ou d'étudiantes et de déterminer IA ou pas, ben, les enseignants se trompent une fois sur deux. Donc, ce n'est pas non plus un modèle sur lequel on peut compter. Alors, on en vient maintenant à l'auto-évaluation. Et donc, pour cette partie, je vous demande la même chose. Donc, pour la compétence numérique des enseignants et enseignantes, eh bien, remplissez les 7 questions qui sont proposées. Je vous laisse encore 2, 3 petites minutes pour compléter votre partie. En attendant, chef, je crois que c'est bien déjà que vous avez fait la tradition vietnamienne, mais je crois que la langue est un peu subtile, donc je pourrais travailler avec vous pour reformuler certaines expressions vietnamiennes. Que ça... Oui, oui, ça marche. Moi, j'ai travaillé avec Claude AI et j'ai vite relu. Mais je pense qu'il y a beaucoup de termes techniques qui sont plus Oui, compliqués. il y a déjà beaucoup d'améliorations de la traduction automatique pour la langue vietnamienne. Mais quand même, c'est une langue très spécifique. Donc, oui, on pourrait travailler ensemble Faire là-dessus, mieux. sur ce stade.
Ok, bah écoutez, est-ce que vous avez tous fini? Faites-moi un beau pouce si vous avez tous terminé pour qu'on passe à la dimension suivante. Ou peut-être là, on est à Oui, mi-chemin, on a fait 4 dimensions sur 8. Euh, on descend un petit peu de plus en plus vers le micro. Est-ce que vous avez des questions à l'heure actuelle, soit dans le chat, soit en prenant le micro et peut-être prendre une première petite volée de questions? Je vois que tout le monde est bon. Oui, j'aimerais. Oui. Bon, moi, je suis un peu mitigé parce que je suis à l'AUF, donc Mhm. je propose des formations, donc j'ai des difficultés à répondre. En même temps, je suis enseignante-chercheur dans l'université, donc il y a des réponses que je réponds pour l'université. Et des fois, je Mhm. suis un peu mitigé puisque des formations sont proposées ici à l'AUF. Et aussi, donc, je ne sais pas, j'ai une double non, casquette qui va vous, faire vous que, jouez, vous jouez le rôle de l'enseignant d'université. Parce que de votre temps, il y voilà. a beaucoup de questions qui ne concernent pas la web. On n'est pas un Non, 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 établissement je d'enseignement supérieur. parle de la certification et l'utilisation, par exemple, pour la promotion des enseignants. Mhm. Oui, Non, je pense que c'est mieux que L'AUF vous gardiez votre accompagne. casquette d'enseignante. Et pour moi, ça interroge votre université. Et même si vous n'êtes pas dirigeant dans votre université, c'est quelque chose que vous pourrez leur amener par la suite. Voilà. Donc moi, je Merci. préfère que vous gardiez la casquette Enseignant. enseignant-chercheur. D'accord. Tama, tu veux parler quelque chose? J'ai vu. Oui, oui, en fait, moi, c'est la même chose. Je suis complètement d'accord avec Jocelyne. Moi, euh, je suis, je ne sais pas si je suis représentante de l'AUF ou représentante de mon université en Géorgie. Donc, du coup, je réponds pour toutes les deux Euh, institutions. Et en plus, ce que je voulais souligner, c'est que peut-être que j'ai pas raison. Peut-être, enfin, je réponds d'après mes savoirs oui, individuels et d'après d'après les informations dont je suis au courant. Mais oui, peut-être, entre-temps, ça a évolué ou au contraire, ça a divisé. Ça oui. a divulgué, donc je ne peux pas dire que mes réponses sont à 100% correctes, si on peut dire comme ça. Alors, Ouais. ce qui m'intéresse, en fait, l'outil s'appelle Compass, parce que Compass, en anglais, ça veut dire boussole en français. Euh, Mhm. et donc, c'est plus une question pour réfléchir les stratégies. Et je ne m'attends, vos réponses vous appartiennent, je ne les vois pas. Donc, on ne sera pas noté à la fin du questionnaire avec une note sur Mhm. 20 sur l'acuité de vos réponses. Mais c'est plus une question qui permet de vous questionner. Et justement, vous dites très bien, tiens, je ne sais pas si ça existe. Moi, j'ai l'impression que non. Mais du coup, je vais aller demander. Et si vous Mm. allez demander, vous voyez que ça existe, donc ça enrichit votre connaissance du système. Et donc, c'est vraiment une série de dimensions qui vous permettent de construire ensemble, de questionner. Euh, Donc voilà, moi l'exercice de faire le... Ce qui serait intéressant, c'est peut-être d'inviter tous les dirigeants d'une institution oui, une après-midi à c'est répondre ça. au questionnaire ensemble en discutant. Et là, vous aurez une photographie plus nette. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose... J'ai essayé de résumer dans Compass 30 ans de carrière avec une abstraction maximale pour faire quelque chose qui soit utile, peu importe dans le pays. Parce qu'en fait, je pense que ça couvre toutes les dimensions qu'on doit considérer quand on fait de la gestion de l'apprentissage numérique dans une université. Et donc voilà, il y a des dimensions qui sont très techniques, d'autres qui sont infrastructurelles, d'autres qui sont gouvernance, et on touche un peu à tout. Et donc voilà, ça permet d'avoir un outil, mais vous allez voir, c'est pas un outil prescriptif, c'est un outil qui vous permet de prendre une Ouais. photographie au moment T, avec vos connaissances C, et après, on peut, c'est tout le temps en mouvement. Ça nous Ah, permet oui, surtout d'être sûr qu'on touche toutes les dimensions. oui. On peut en parler davantage dans la discussion, mais par exemple, ce que je fais ici dans cet exercice, c'est d'abord, je joue le rôle d'un enseignant dans une université. Ça ne connaît pas l'AEF. J'imagine, voilà, dans une université, est-ce que ça correspond à sa situation? Ensuite, en fait, personne dans une université ne peut répondre, avoir la réponse parfaite à toutes les questions. Moi, je pense que l'enjeu dans ce questionnaire, c'est qu'il faut que les dirigeants des universités pensent à la pluralité des points de vue
Par exemple, j'imagine si je suis dirigeant d'université, je vais mobiliser de toutes mes équipes à répondre à ce questionnaire, me renvoyer le résultat. Je fais une analyse en masse de toutes les réponses de tous les niveaux et je peux voir quel est l'écart de réponse. Si pour une question, les réponses sont, l'écart est moins important, cela veut dire que beaucoup pensent la même chose. Si sur un autre point, que l'écart des réponses est très large, cela veut dire que chacun peut voir les choses de manière différente. Et il faut faire beaucoup d'efforts pour améliorer ça. Donc, c'est ça l'enjeu de ce questionnaire. Voilà. En tout cas, c'est mon avis. On peut continuer parce Oui, que il nous reste moins de la moitié du temps et voilà, la moitié du questionnaire à traiter. On peut accélérer un peu, voilà, réduire un peu le temps de pause entre les dimensions. Comme ça, on peut finir le questionnaire pour voir quel est le résultat global une fois toutes les questions remplies et peut-être laisser un peu de temps pour les discussions. Ok, alors bon, on va continuer. Euh, donc la dimension suivante, évidemment, c'est la compétence numérique des étudiants. On va aller plus vite dessus puisque Gaëtan en a parlé mardi. Mais c'est clair que ben, les bénéficiaires de l'écosystème qu'on met en œuvre dans l'enseignement supérieur, ce sont les étudiants et les étudiantes. C'est une période de transition dans laquelle on va les préparer à intégrer un monde professionnel, un monde du travail. Et que quelque part, moi, au départ, beaucoup d'enseignants et d'enseignantes me disaient, mais ce n'est pas à moi à enseigner la compétence IA à mes étudiants, mes étudiantes, alors qu'en fait, qu'on soit avocat, médecin, ingénieur ou sociologue ou travailleur social ou que sais-je, l'IA aura un impact dans votre monde professionnel et donc c'est notre devoir aussi de former les étudiants à ce futur monde en intégrant des compétences IA, des maturités IA dans les usages et leur apprendre surtout un usage clair et transparent et éthique de ce genre de technologie. Alors, bah, en gros, les étudiants, ils arrivent avec des compétences numériques très hétérogènes, souvent faibles, et ils savent peut-être pas vraiment utiliser correctement le numérique, à part peut-être pour aller sur WhatsApp ou faire du doom scrolling, comme on peut l'imaginer chez nos jeunes. Et donc, quelque part, il y a aussi la question de se poser de l'équité numérique. L'accès aux outils numériques, il n'est pas uniforme. Si des étudiants ont la possibilité de payer un abonnement, Claude, à 20 balles, à 20 francs ou 20 dollars par mois, d'autres l'ont pas. Et peut-être certains n'ont pas encore d'ordinateur personnel qui permet une installation locale correcte, des connexions instables à la maison, donc ce sont des dimensions importantes. Et puis quelque part, l'IA générative, elle nécessite quelque part une nouvelle littératie, parce que quelque part, ces large language models, ces chatbots qui sont apparus il y a 4 ans bientôt, ça crée un nouveau rapport au savoir. Alors la révolution qu'on avait connue précédente, qui était un petit peu la plus significative, c'était l'accès du web. On est passé d'un monde dans lequel il fallait aller à la bibliothèque pour avoir du savoir à un monde où quelque part le savoir était statique, le savoir statique était à bout de doigts à la fin au début des années 2000, on va dire. Et puis ce Web 2 où quelque part on était tous nous-mêmes producteurs d'un savoir qu'on pouvait facilement diffuser sur le web. Là, on est dans une technologie qui permet une forme de rapport organique avec le savoir. Je peux mettre un article dans une IA, dialoguer, trouver les moments où ça m'intéresse, créer une vraie interaction organique quelque part entre un savoir et un étudiant et une étudiante. Et ça, c'est assez révolutionnaire. Et donc, ça veut dire qu'il faut apprendre à nos étudiants un petit peu cette littératie. Alors, le fait aussi, c'est que les modules de compétences numériques isolés, ça ne fonctionne pas vraiment et il faut plutôt installer une culture numérique dans l'ensemble d'un cursus. Que ce soit en bachelier ou en master, c'est beaucoup plus intelligent de se dire, tiens, à quel niveau on intègre des compétences IA dans l'ensemble des cours, plutôt qu'un cours d'IA qui est un petit peu esselé et qui n'est pas lié au modèle disponible. Ce qui est aussi important à développer chez nos étudiants et étudiantes, c'est que en termes d'éthique, utiliser l'IA pour écrire un article ou un travail, c'est pas un problème. Simplement, les règles d'éthique nous rappellent qu'on est responsable du travail que l'on produit. Donc, chaque mot écrit dans votre travail est le vôtre. Et donc, vous devez être responsable des mots. On doit être transparent, donc dire comment on l'a utilisé et pourquoi faire. On doit respecter les règles, donc ne pas mettre, par exemple, dans une IA des articles protégés par un copyright, ne pas mettre la copie d'un élève ou d'un étudiant. Toutes ces choses-là, c'est le respect des règles. Et finalement, on doit plutôt en prendre à travailler maintenant dans des modes de production dans lesquels l'IA est un outil, mais dans lesquels on s'assure que l'être humain reste à la maîtrise des choses.
Et donc, ce qui va nous sauver, c'est un petit peu l'esprit critique. Et donc, on est dans une ère où, quelque part, les compétences techniques IA sont assez faciles à comprendre, mais c'est vraiment l'esprit critique, encore plus qu'avant, qui va déterminer un petit peu la qualité des compétences IA de nos étudiants et étudiantes. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut aussi un cadre institutionnel des compétences étudiantes, aussi des diagnostics d'entrée ou des moments de mesure, d'automesure où les étudiants, étudiantes peuvent aussi se positionner par rapport aux compétences. Il faut qu'il y ait des programmes modulaires, hein, de l'information, du média, des données, de l'IA, des kits de transparence pour les étudiants, donc vraiment des consignes claires quand on rend des travaux sur ce qui est éthique et ce qui ne l'est pas. Des bibliothèques de ressources, des FAQ, il y a des mécanismes de soutien entre étudiants. Ça se fait pas mal en Europe où on a des groupes d'étudiants qui sont des pairs, qui sont à disposition des autres pour vraiment les accompagner dans ces réflexions. Et enfin, module de littératie IA pour étudiants. Donc à l'UNIL, on a un module qui fait 12 heures de travail en ligne, qui est une introduction à l'IA pour l'ensemble de nos étudiants de première année, par exemple, et aussi du coup des modèles de déclaration d'usage de l'IA, des modèles de charte que les étudiants peuvent utiliser quand ils remettent leurs travaux. Adi, t'as bien dormi? Alors, les anti-patterns, si on a un programme centré bureautique, bof, non. Il n'y a pas de règle, donc c'est l'ambiguïté, il n'y a pas d'alternative non IA non plus. Il n'y a pas de matériel, et pas il y a pas de soutien matériel, il n'y a pas vraiment de module IA qui en parle, si ce n'est des petits modules un peu isolés. Et du coup, on a une évaluation qui va pénaliser pour des usages non explicitement interdits. Et puis, des règles d'IA floues, sanctionner des usages, c'est difficile aussi si on n'a pas mis de cadre. Et donc, voilà, un petit peu les signes d'alerte. Et puis, justement, allez-y, en ligne pendant 3 minutes, justement, répondez à ces questions. Euh, est-ce qu'on évalue les compétences numériques de base à l'entrée? Est-ce qu'il existe un programme de littératie IA? Est-ce qu'ils ont accès à LBS ou un accompagnement sur les outils? Est-ce que les règles d'IA sont claires en termes d'éthique d'un cours à l'autre? Est-ce que les compétences transversales sont déployées dans les projets en collaboration, création? Est-ce que l'intégrité académique inclut la transparence d'usage de l'IA? Est-ce qu'une alternative est-elle prévue pour les étudiants lorsque l'IA est exclue d'une activité? Allez-y. Bien, écoutez, je vous propose qu'on reprenne. Donc, on va reprendre aussi dans la dimension suivante, la dimension numéro 6. Tout ce qui est accompagnement et helpdesk. C'est une dimension qu'on oublie souvent, mais si vous voulez déployer une stratégie numérique ou une stratégie IA, il faut que les étudiants et étudiantes, il faut que les enseignants et enseignantes puissent avoir un helpdesk, une aide, un accompagnement, donc un service d'accompagnement à leur service, justement. Et donc, ça veut dire que finalement, trouver la bonne ressource, la bonne personne, créer la bonne ressource, résoudre un problème, ça rend l'écosystème utilisable. Comme par exemple, quand vous avez une panne Internet, il y a quelqu'un à qui vous pouvez téléphoner et il pourra vous répondre. C'est le helpdesk. Donc, quelque part, des FAQ vivantes, des alertes sur les biais, l'assignation, le copyright, quelqu'un à qui on peut écrire quand on a un problème et qui vous répond dans les quelques minutes.
Tout ça sont des choses extrêmement importantes parce qu'on ne peut pas mettre en œuvre un plan ou une stratégie si on n'est pas capable de soutenir par une forme de soutien derrière. Et donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le premier niveau d'aide, c'est un helpdesk, où là, il y a des services d'accompagnement qui sont le point de contact entre l'institution et les usagers. Donc, un prof a un problème avec Moodle, il envoie un mail où il appelle, quelqu'un le résout. Un prof a une question à poser sur un outil IA qu'il voudrait bien utiliser et connaître sa conformité par rapport à votre politique. Il a quelqu'un à qui écrire. Nous, à l'Université de Lausanne, il y a unil@unil.ch, qui est une adresse que nous relevons à plusieurs et qui permet d'avoir des réponses rapides. On a aussi, du coup, dans les helpdesk, la création des tutoriels vidéo, la capacité quelque part à réduire le nombre de tickets. Parce que finalement, quand un cas apparaît 3 ou 4 fois, on en fait un tutoriel qui vient dans une FAQ. Et donc, c'est fournir à notre communauté tout un ensemble de ressources qui va faciliter son utilisation et sa progression. Ça permet aussi par rapport à l'IA, ben, on a parfois des profs qui nous appellent en nous disant qu'ils sont convaincus qu'un étudiant a remis un travail IA, mais avant de lui mettre une note négative qui peut amener à un échec, c'est bien qu'ils viennent nous parler ou qu'elle vienne nous parler et on puisse voir un petit peu si c'est vraiment ça, quelles étaient les règles qu'il avait préconisées, et puis si c'est vraiment détectable ou pas. Et donc voilà, on peut éviter des situations un peu problématiques. L'IA dans le helpdesk aussi, c'est dangereux parce qu'on peut automatiser certaines choses, mais pas trop. Et puis ben, l'intégrité comme procédure. Et donc, c'est de se dire que finalement, dans mon institution, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin ben, d'un portail d'aide, un portail d'aide qui va être un guichet soit pour les profs, pour les étudiants, pour tout le monde, des FAQ qui sont publiés, bah, des guides, des scénarios, euh, des playbooks d'incidents, donc des petits scénarios d'incidents fréquents et comment y répondre, proposer des calendriers d'ateliers pour les gens. Et puis justement, il faut tout le temps garder une trace de toute l'aide qu'on amène à la communauté, ça justifie notre emploi aussi. Et donc, je sais que nous, par exemple, sur le digital learning à l'UNIL à Lausanne, on gère 4000 tickets par an. Et donc, ça fait partie aussi du fait qu'il y a des besoins là-dessus. Alors, il faut aussi imaginer du coup des procédures de gestion d'incidents en cas par exemple, d'identification d'un plagiat IA par un enseignant. Et puis, des cliniques qui permettent vraiment de travailler des études de cas avec les profs et leur donner des solutions de réflexion quand l'un ou l'autre incident apparaît. Et, et là, même chose, à vous d'aller voir ces questions pour la partie 6. Est-ce qu'il y a un desk clair? La base de connaissances, est-ce qu'elle inclut des FAQ vivantes, des fiches d'outils? Est-ce que vous communiquez régulièrement sur les services via des newsletters ou des blogs? Est-ce que les soupçons de fraude liés à l'IA, est-ce qu'il y a une procédure qui est publiée? Quel est le délai entre la première réponse? Nous, il y a un délai de 24 heures. Bah, le support, est-ce qu'il alerte les risques d'outils IA? Est-ce que vous proposez des cliniques ou des consultations pour les usagers avancés? Et là, ça se fait avec des ingénieurs pédagogiques.
OK. Est-ce que vous avez tous et toutes terminé cette partie-là? Oui. Oui. OK, vous voyez, il ne nous reste que deux parties, il est 15h23, donc on rattrape un petit peu le temps. Les dernières parties seront peut-être plus rapides à découvrir. Et donc, on va continuer avec la partie suivante, c'est tout ce qui est projet innovation. Parce qu'en fait, quand on met en place une stratégie, ben, il faut que la stratégie s'adresse à tous et toutes, mais il faut aussi quelque part laisser un espace aux projets innovants et aux enseignants qui veulent être un petit peu à la pointe ou qui veulent consacrer du temps au développement de ces choses-là. Et donc, attendez, je vais juste voir ma batterie d'ordinateur, si elle est encore suffisamment chargée, ou sinon je vais devoir Là, brancher. Oui, ça va. Je tiendrai le coup, ça va. Alors, donc, je reprends. Voilà. Je vais repartager. Voilà. Et donc, si vous voulez, cette dimension, elle est importante parce que, quelque part, si on n'a pas le moteur de l'innovation et de l'expérimentation dans l'écosystème, eh bien, ça va rester un peu plat. Et donc, c'est bien qu'on ait une dimension institutionnelle qui couvre un peu tout le monde, mais c'est bien aussi qu'on fasse augmenter les capacités de chacun et la réflexion de l'institution via l'expérimentation avec des risques maîtrisés. Alors, on parle de quoi? Ben, la capacité institutionnelle à conduire, évaluer et capitaliser des projets d'innovation pédagogique. Par exemple, à l'UNIL, on a un fonds d'innovation pédagogique, donc les enseignants peuvent euh, proposer des projets à ce fonds, recevoir 10 000 francs suisses pour, pendant un an, développer des innovations pédagogiques, et donc appel à projets internes, etc. Euh, L'idée, c'est pas de faire de l'innovation permanente, c'est plutôt d'avoir une espèce euh, de retour systématique sur les projets qui permettent de faire grandir la maturité d'une institution et de pouvoir en effet évaluer l'impact des projets qui sont développés afin de continuer à se développer au niveau institutionnel aussi. Et donc, l'IA générative est un bel objet d'expérimentation prioritaire. On a chez nous 7 ou 8 projets depuis 2 ans qui ont touché à ça. Et ça va dans, par exemple, la création d'environnements de simulation en médecine, en gestion de management et ressources humaines, à des cours sur l'IA qui sont pilotés. Et donc, on a pas mal de dimensions innovation qui sont développées par les enseignants. Et quand on est une institution qui a 1500 enseignants, s'il y a une quinzaine d'enseignants chaque année qui essayent de faire de l'innovation, on se rend compte qu'après 3 ou 4 ans, on a un socle de réflexion qui s'est renforcé. Et donc, ce qui est intéressant, c'est du coup capitaliser un projet d'innovation financé et en faire des restitutions et en sortir des données qui permettent justement d'améliorer la stratégie institutionnelle, tant au niveau de l'infrastructure, par exemple. À Lausanne, pour l'instant, on teste 3 outils de tutorat IA. Ben voilà, c'est de l'innovation et ça nous permettra peut-être d'en choisir un seul qu'on proposera à chacun et chacune dans un an, mais on a besoin de ces phases de test et d'innovation aussi. Et donc, l'idée, c'est aussi à travers les innovations de prendre de la mesure, de la donnée et de pouvoir prendre des décisions sur une position informée plutôt que sur une position sans données. Et donc, en termes de projet et d'innovation, ben, est-ce qu'il y a des appels à projets qui existent dans vos institutions pour les innovations pédagogiques? Est-ce qu'il y a des contrats bac à sable? Ça veut dire, par exemple, je te mets tel outil IA à disposition pendant telle durée avec un certain nombre de tokens que tu peux utiliser pour telle ou telle action. Est-ce qu'il y a des plans d'évaluation de la théorie du changement? Est-ce qu'il y a des dossiers de décision qui sont Dạ, trả lời argumentés ông quand un bảo cái logo projet ở đâu est ra déposé? sao cho logo đấy vào Est-ce kìa. qu'on a un kit de diffusion par rapport à l'explication de ces projets? Est-ce qu'on veut que les productions euh, soit des REL, donc des Open Education Resources, des ressources éducatives libres. Est-ce qu'il y a des projets avec des jalons et impacts qui sont disponibles? Est-ce qu'on a des contrats de bac à sable avec à disposition la possibilité de mettre une infrastructure pour un certain temps? Et puis, ben, on a aussi au niveau de l'IA une historique des demandes et des décisions prises sur les demandes avec des justifications, des choix acceptés ou pas. Et donc là, aussi anti-pattern, ben, si on a des appels vitrines dans lesquels il n'y a pas de structure au niveau de l'évaluation, ben, on aura des micro-innovations qui vont être un peu éparpillées, mais il n'y aura pas d'évaluation parce qu'il n'y a pas d'indicateur qui est disponible. Donc finalement, ça va être un petit peu des primo-profs qu'on va donner sans avoir vraiment une vision
derrière. Et je pense que c'est important au niveau de la production de primes, la production de travail en lien avec cette innovation, ben, que ça devienne des ressources éducatives libres pour que chacun et chacune dans l'institution puisse en profiter et puisse du coup peut-être prendre inspiration sur ce projet pour en développer un autre. Maintenant, il ne faut pas non plus tomber dans le pilote éternel, et ça veut dire que stratégiquement, quand on accepte des projets d'innovation, il faut aussi voir comment ils sont transférables dans l'institution et comment ils peuvent servir les plans à long et moyen terme. Et là, on en arrive pour la partie 7, donc l'avant-dernière, à l'auto-évaluation que je vous demande de compléter pendant que je vais aller charger mon ordinateur. Chef, le mot Oui, AIPD, c'est quoi ça? Le cycle AIPD. c'est un cycle, je pense, c'est anglo-saxon, c'est avec un contrat d'utilisation de bac à sable, en fait. Donc, c'est un contrat que tu fais sur une infrastructure que tu mets à disposition pour un temps avec un contexte défini. Ok. Donc, tu peux traduire ça comme contrat, en fait. Hmm. C'est bon, je pense qu'on peut passer la dernière dimension et puis le vue d'ensemble du questionnaire. Votre micro est fermé. Votre micro, le micro est fermé. Non, attendez. Euh, Bon, il a dit qu'il allait charger son ordi. Je ne sais pas s'il est revenu.
Oui. Euh, Voilà, là, mais, c'est bon? Vous m'entendez là? ok, c'est bon. Ok, c'est bon, pardon. Alors, donc, le SOTL, c'est une manière de valoriser le projet d'innovation en proposant aux enseignants et enseignantes d'écrire des articles scientifiques, non pas sur leur domaine, la chimie, le droit ou l'économie, mais plutôt sur leurs pratiques pédagogiques. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir une politique institutionnelle qui donne du temps aux enseignants et de l'accompagnement aussi pour qu'ils puissent publier. Alors, il y a Medical Education, par exemple, en médecine, il y a pas mal de revues. On peut publier des articles en lien avec l'enseignement. Et donc, c'est avoir cette réflexion, justement, euh, sur le fait que la carrière académique, elle est construite autour des publications scientifiques, mais aussi elle est construite autour des publications scientifiques qui sont liées à l'innovation pédagogique. Et c'est là que le SOTL intervient. Produire aussi que ces ressources soient des ressources éducatives libres, comme le bien commun, parce qu'on est tous et toutes dans des universités publiques, et donc c'est bien que ce qu'on produise soit gratuitement mis à disposition de la société. Et puis, bah, pourquoi pas écrire avec l'IA, mais à ce moment-là, dans une démarche d'exemple, où on peut écrire éthiquement, de manière transparente et intègre avec l'IA. Donc, c'est montrer aussi aux collègues comment on peut intégrer l'IA dans notre processus éditeur éditoriale, euh, en donnant l'exemple d'une transparence absolue et un des respects des cadres éthiques dans la production des ressources. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on met en place cette valorisation et cette reconnaissance, est-ce qu'il y a un programme éditorial, un site, un blog, quelque chose dans lequel les profs peuvent produire? Est-ce qu'il y a des référentiels de bonnes pratiques, des exemples qui sont issus d'autres collègues? Est-ce qu'il y a au sein de l'institution, c'est le cas en Europe de plus en plus, et au Canada et chez les amis anglo-saxons aussi, des prix pédagogiques? Donc, est-ce qu'il y a des prix qui mettent en valeur la qualité de l'enseignement? Est-ce qu'on a au sein de l'institution une plateforme? Est-ce qu'on a un site qui nous permet de publier avec des licences ouvertes on appelle ça des REL en français, pas des OER, Open Education Resource, et donc ressources éducatives libres. Est-ce qu'on a un guide SOTL qui explique justement aux enseignants, en enseignante, c'est quoi le SOTL et dans et les revues dans lesquelles on peut publier? Est-ce qu'on a une charte de transparence IA pour les productions valorisées? Est-ce qu'on a une charte de transparence pour les REL et les travaux SOTL? Est-ce qu'on a un modèle de déclaration d'usage IA pour les productions? Donc tout ça, c'est les livrables attendus. Et l'autre, c'est les signaux d'alerte, c'est d'avoir une espèce de valorisation vitrine, mais sans livrable, transférable, pas de cadre de l'utilisation de l'IA, des OIR qui sont sans licence claire, donc pas de commande créative, des prix qu'on donne aux gens, mais sans critères clairs et sans vraiment avoir un retour sur ce qui a été fait. Donc ça, c'est un petit peu les signaux d'alerte. Et puis, ben, il vous reste la dernière partie à compléter et je vous invite à le faire. Et quand n'appuyez sur rien, quand vous avez complété le questionnaire, on va le voir ensemble. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je vous laisse quelques minutes. C'est parti. Il y a une question technique pour les conseils. Oui, Après ça, on n'a pas le moyen pour exporter ça en format texte ou quelque chose comme ça. C'est pas si téléchargeable.
Les conseils, je pense que c'est possible, il faut que je revoie l'outil. Donc, je vais vous Non, montrer. Donc, quand vous avez terminé votre questionnaire, j'ai vous essayé. avez, ouais, donc vous avez un premier rapport qu'on peut imprimer. Donc, ce premier rapport, je vous montre où est-ce qu'il est. Le repas, oui, mais pas les conseils. Pas les conseils, ok. Alors ça, je vais voir, il y a peut-être un petit problème technique. Comme je l'ai mis à jour ce matin pour ajouter la langue vietnamienne. Alors, je vous montre. Donc, quand vous allez produire le rapport, il va vous mettre un rapport en ligne et donc vous pouvez l'imprimer. Et donc, ça ressemblera à ceci. Donc, vous aurez un petit rapport. Vous avez une note en pourcentage, vous voyez, C'est sur les voir mes scores. Vous avez... résultats, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, ça, c'est vos résultats sur chacune des dimensions. Et ensuite, vous avez des conseils personnalisés qui sont générés avec l'IA. Et là, vous pouvez afficher les conseils. Et ça, alors, à l'heure actuelle, je n'ai pas d'export PDF, mais normalement, si vous faites un clic droit et imprimer, ça devrait le faire. Hmm, non, ça ne donne que le repas, pas les conseils. OK. OK. Ben alors ça, je ferai une petite correction ce soir. Donc, en Oui. fait, je vais vous montrer quand vous avez terminé, que vous avez votre rapport qui est produit. À ce moment-là, vous vous retrouvez ici. Vous pouvez demander des conseils personnalisés. Et là, ben, vous pouvez choisir, vous voyez, sur quelle dimension vous voulez des conseils. Et en fait, on peut les afficher. Alors, sur les conseils, parfois, il y a des liens qui sont morts parce que c'est pas du dynamique. Donc ça, je vais changer aussi. Mais s'il y a des liens qui sont morts, ben, à retrouver en Google, en fait. Et là, c'est IT Governance et du cause. Euh, voilà. Vous voyez, il me dit Page not found. Alors qu'en fait, si je vais reprendre le titre exact, comme ceci, et que je vais dans une recherche simple, je le trouverai. J'ai un problème avec ce site par rapport à, vous voyez, là, je trouve directement la ressource, en fait. Donc, je dois voir au niveau des liens. Donc, ce que je vais faire, c'est que, donc voilà, vous pouvez aller voir un petit peu les conseils qu'ils donnent. Vous voyez, gouvernance et stratégie, ben, vous avez 57% de notes par rapport à mon questionnaire. J'ai pas mal d'exemples qui sont faits ailleurs pour m'aider. Portfolio d'outils, même chose, vous voyez. Plan d'action recommandé, on me donne 4 plans d'action. Euh, et puis, on ressources et références probantes. Et puis, voilà, pour chacune des dimensions, vous avez la possibilité d'avoir des plans d'action proposés et puis des sites d'exemple. Mais encore, ces sites, encore une fois, si le lien ne marche pas, c'est qu'il faut peut-être juste le chercher manuellement vous-même. J'ai un petit souci par rapport à l'actualisation des liens. Mais voilà, c'est un outil en cours de conception perpétuelle. Et donc, voilà. Et puis ce matin, je l'ai changé une dernière fois. Donc, vous avez à la fin donc, toute une série de conseils qui sont disponibles. Je ne sais pas pourquoi. J'arrive pas à l'imprimer, c'est bizarre ça. Non. Mais écoutez, ça sera réglé d'ici lundi, ça. Je vais faire un petit travail ce week-end pour régler ça. Et donc, vous aurez la possibilité de le faire comme ça. Donc, Oui, pour moi, on a fait pas de le tour un souci. petit peu. C'était un... Oui, vas-y. Oui, merci beaucoup, Jeff. C'est très intéressant. On peut voir toutes les dimensions à prendre en compte dans une politique institutionnelle, non seulement en transformation numérique, mais aussi voilà, l'utilisation de l'IA. Donc, tout cela, c'est très intéressant. Et il y a un outil pratique là. On voit bien les choses. C'est vraiment utile. Euh, c'est le temps des questions. Je crois que beaucoup de participants dans la salle peuvent avoir des questions. Je vous invite à prendre la main, lever la main, prendre la parole, euh, voilà, faire vivre les échanges à l'oral. Voilà. Et n'oubliez pas, faites le bon paramétrage de langue parlée pour faciliter la traduction automatique par l'IA. On utilise l'IA dans nos séminaires là. Ah, voilà. Allez-y, parole à vous. Jocelyne, toujours la Oui, première. oui.
là, vraiment, j'aimerais prendre la parole pour dire que, sincèrement, en Côte d'Ivoire, de manière générale, parce que moi, je suis à l'AUF, mais en même temps très en contact avec mon université, du côté de la présidence, de la gouvernance, parce que j'étais dans la gouvernance de l'université avant de venir ici. Et j'ai gardé quand même les liens avec la gouvernance de l'université. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, les enseignants, on a des difficultés à les faire adhérer à l'évolution de la pédagogie numérique au début. Mais aujourd'hui, on a constaté qu'avec notre système d'évaluation qui est le CAMES, qui exige aujourd'hui des certificats ou des attestations de participation à des formations, on a un engouement des enseignants qui veulent bien apprendre. Mais comment pouvons-nous valoriser justement cet apprentissage et que ça ne reste pas juste pour avoir une attestation, mais que ça soit vraiment pour développer la pédagogie numérique et évoluer avec le système. Mhm. Les Alors, moi, universités ne nous proposent rien pour le moment pour baliser. Chacun se met à l'IA, initie ses étudiants pour que, et moi, par exemple, j'évite de faire les évaluations à la maison. Je suis en physique, donc je ne peux pas donner des exercices à faire à la maison. Et même mon système d'évaluation aujourd'hui a totalement changé, me disant que je préfère écouter l'étudiant à l'oral pour être sûr de savoir s'il y a l'acquisition. Donc, je fais la classe inversée. Donc, comment on peut amener la gouvernance? Moi, vraiment, c'est la gouvernance des universités, parce que j'aurais aimé pouvoir partager tout ce que vous avez dit aujourd'hui. Si j'ai l'enregistrement, je vais le partager à toutes les universités et grandes écoles membres de l'AUF. Ils sont 34, donc représentatifs, toutes les universités publiques, pour que les responsables puissent vraiment adhérer et voir comment on peut les amener à entraîner leurs enseignants. Donc, moi, Oui, vraiment, c'est ce que j'aimerais. Comment on peut capitaliser cela, mais au oui, niveau de la oui. gouvernance? Parce que là, nous sommes entre enseignants ici présents, mais la gouvernance a besoin d'avoir cette présentation. Mhm. Euh, Nous avons 5 sessions. Avant que Jeff réponde, voilà, au niveau de l'organisation à l'ABF en Asie-Pacifique, on va diffuser 2 vidéos. D'abord, l'intégralité de chaque session, voilà, les présentations, questions-réponses, là. Et ensuite, une version synthétique en 5 minutes, voilà, les points essentiels, saillants de chaque session. Voilà, on va le faire après. Donc, D'accord. enregistrement vidéo, il y aura tout cela pour diffuser plus largement encore et plus longuement encore tout ce qu'on discute aujourd'hui. Je laisse la parole à Jeff pour réagir. oui, merci. Alors, vous touchez plusieurs dimensions. Je vais les prendre dans l'ordre avec lesquels vous les avez présentées. L'obligation de formation, je pense, est un bien. Parce que souvent, la motivation, c'est la carotte ou le bâton. Elle est intrinsèque ou extrinsèque. Et moi, je me suis rendu compte, je travaillais avant à l'Université de Liège. Et en 2005, notre recteur, il a rendu obligatoire la formation pédagogique et numérique des nouveaux enseignants. Et on a constaté que ça a changé énormément les choses. Alors au début, nous avions une certaine partie des enseignants qui ne voulaient pas venir aux formations. Donc après leur période probatoire de 2 ans, ben, leur dossier a été mis entre parenthèses. Et au bout de 3, 4 ans, l'activité de venir se former est devenue une habitude. Et les gens qui venaient peu motivés se rendaient compte après, ils avaient l'obligation de faire 10 demi-journées sur 2 ans, mais ils avaient un programme qu'ils choisissaient eux-mêmes. Et ils se sont rendus compte que c'était vachement utile pour leur job d'étude de prof. Mais si on ne les avait pas obligés à venir, ils ne se seraient pas rendus compte. Et donc, moi, je suis totalement pour les politiques dans lesquelles on va affirmer clairement l'importance de la pédagogie et du numérique en imposant des formations aux gens, parce qu'en fait, on se doit de développer nos étudiants dans ces domaines, et donc on ne peut pas le faire si on ne développe pas les enseignants.
Maintenant, la valorisation est extrêmement importante et là, je pense que l'AUF peut jouer un rôle. Enfin, moi, j'ai commencé ma carrière à l'AUF il y a 30 ans, même si je ne suis pas actif à l'AUF depuis 20 ans, je suis un petit peu l'AUF. Et je pense qu'en termes de projets innovants, il y a des appels qui sont faits. Et donc, c'est la possibilité peut-être de faire des collaborations entre universités. Peut-être pourquoi pas avoir une revue AUF aussi qui met en avant le SOTL. Donc, une revue dans laquelle les collègues peuvent publier et justement publier sur leurs innovations pédagogiques, publier sur les aspects numériques et pédagogiques et valoriser leur travail dans une revue officielle. Et ça, on a besoin de publications quand on est enseignant ou enseignante. La multiplication des espaces de colloques ou d'échanges ou de conférences aussi me semble intéressante. Et j'étais récemment invité à une conférence au Maroc l'autre jour et je dis, bah, si vous faites une conférence au Maroc, ouvrez votre conférence à vos collègues européens, à vos collègues africains. Et là, on aura peut-être la possibilité d'avoir plus d'espaces d'échange. Quant aux politiques de chacune des institutions, bah, c'est l'objectif de cet outil, si vous voulez. Euh, Moi, ça fait 30 ans que je suis dans ce métier et je me suis dit, tiens, il n'y a pas un outil comme ça qui existe. Et quand j'ai fait une formation aux États-Unis justement en gestion stratégique, j'ai proposé ça comme travail. Et donc voilà, donc pour cet outil, il est gratuit. Il y a un Creative Commons qui est gratuit. Donc vous pouvez le prendre, le modifier. Il ne faut pas juste faire de l'argent avec et pas oublier que c'est moi qui l'ai créé. Vous mentionnez juste le nom. Et si cet outil peut être utile, ça serait intéressant qu'il y ait peut-être des réflexions au niveau régional aussi sur les dimensions qui sont couvertes par cet outil et que ça puisse peut-être en effet aider à poser les bonnes questions. Merci Jeff. Je crois que cet outil, ça concerne les responsables de direction des institutions. Parmi les présents dans la salle, je constate qu'il y a voilà, une personne, Monsieur Vodokun, qui était là en mardi et qui est aussi un membre de la direction de son université, vice-recteur de l'université de Thăng Long. Peut-être, Monsieur Quinn, pouvez-vous partager un peu de votre perception, votre point de vue sur cet outil? Non, en fait, je suis assez mal placé pour pouvoir répondre au nom de mon institution parce que même si j'ai un intérêt personnel assez poussé sur les technologies de l'information et de la communication, en particulier les nouveaux outils comme l'IA générative en éducation supérieure, mais actuellement, je n'ai aucun rôle actif au niveau de la gouvernance de mon université. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas répondu au questionnaire, parce que quand j'ai regardé les différentes questions, je me suis aperçu que je ne pouvais pas répondre aux questions autrement que par zéro. Donc, ça n'avait pour moi absolument aucun intérêt de participer au questionnaire qui est en soi-même très intéressant à partir du moment où l'institution s'est déjà engagée et a émis je dirais des éléments de gouvernance clairs. Pour moi, je suis toujours dans cette situation où le problème de communication interne est toujours un problème, à mon avis, pour les institutions vietnamiennes en général et en particulier dans l'éducation supérieure. Donc, je suis désolé, mais je ne peux pas m'exprimer sur ces problèmes-là. J'espère qu'il y a d'autres enseignants, véritables enseignants, parce que moi, en fait, je n'enseigne absolument pas, qu'il y a d'autres enseignants ici au Vietnam qui pourraient partager leur expérience. Mhm. Peut-être, bonjour Merci. Queen, ça fait longtemps, hein, ça me fait plaisir de voir ton visage. Ouais. Ouais, Queen et moi, on a eu l'occasion de travailler ensemble il y a plus de 25 ans maintenant, donc c'est bien de se retrouver ici. Je pense que ta réaction, c'est une réaction aussi, parce que tu vois, le questionnaire, c'est aussi quelque part le constat de faire que rien n'est fait. Et donc, c'est aussi quelque part quelque chose qui peut amener une direction à se rendre compte que ben, le chantier est ouvert et qu'il démarre de rien. Et qu'en donnant une structure, peut-être on peut provoquer un débat, même si en effet, d'une institution à l'autre. La communication dans les universités est toujours problématique parce que chacune de nos facultés
sont des donjons, quelque part. Et donc, c'est toujours compliqué en Suisse plus qu'ailleurs parce qu'on est fédéral. Et donc, mais voilà, si l'outil peut provoquer des débats ou des tensions, pourquoi pas? Il y avait un collègue qui avait levé la main tout à l'heure, juste avant que le professeur Quinn nous parle, mais je pense que sa main est descendue. Oui. Sinon, il y a d'autres. Je constate, par exemple, à l'université, à l'École supérieure de transport et communication, il y a un groupe. Peut-être il peut y avoir des représentants voilà, bien placés pour parler un peu de cet outil vis-à-vis de la politique institutionnelle de transformation numérique et de l'IA. Monsieur Lam, Daoui Lam, est-ce que vous pouvez parler un peu de ça? Oui, merci, Monsieur Da. En fait, à mon école, le recteur a beaucoup d'attention à cette cours. Donc, on a groupé des enseignants à Hà Nội et aussi à Hồ Chí Minh Ville, donc, à San et ici. Donc, à cette époque, au Vietnam, même le gouvernement et ministre de l'Éducation, on demande de l'école de donner des cours pour améliorer la capacité numérique et utiliser euh, IA au Vietnam. Donc, c'est très important pour nous. Et dans cette présentation, nous trouvons que vous avez beaucoup d'expérience et aussi pour les questionnaires, c'est très utile et on peut essayer, c'est nous aussi. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques pour le sujet abordé aujourd'hui? Oui, j'aimerais juste dire à Tan que ce serait bien. Nous, on a notre C2R en septembre et je pense que ce serait l'occasion si on peut avoir notre cher pour nous faire une petite présentation lors de la C2R. Je vais négocier cela. Je vois que Noamou est aussi connecté avec la directrice régionale pour que on puisse, lors de la C2R où on a tous les responsables qui sont réunis, pour passer et faire vulgariser cet outil. Ce serait une très bonne D'accord. occasion. Moi, je vais partager déjà à tous mes responsables d'institutions et vice-présidents, vice-recteurs, pour qu'ils puissent justement commencer à s'initier à cela et répondre Oui, aux questions. Jeff, il est là et il va vous répondre directement. Pour moi, l'outil, je l'ai fait pour ça. L'outil, il est en Creative Commons. C'est une ressource libre. Donc voilà, il est sur un site chez moi. Si vous voulez adapter l'outil à votre contexte régional, euh, je le fais. Je vous aide volontiers à le faire. Voilà, moi, c'est vraiment une démarche de partage. Et si ça peut vous être utile, ben, je suis très content. Parce que quand on fait des choses qui servent, on est heureux. Et puis, ça nous permet aussi de montrer que ben, voilà, la francophonie, c'est un monde très vaste. Et que finalement, on trouve des connexions entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Et j'ai pas mal de collègues aussi, amis africains, mais plutôt à la CEDEAO, pas trop dans les universités. Et donc voilà, j'ai développé pas mal de projets là-bas aussi. Donc, si vous voulez une présentation à distance ou ailleurs, c'est avec plaisir. Si vous voulez adapter l'outil à des contextes particuliers, c'est avec plaisir. Ça dépend juste du temps. Et ça, le temps, si on prévient à l'avance, on peut gérer un agenda. Ouais. Monsieur Jeff, peut-être dans la salle, est-ce que vous avez encore une question? Sinon, je vais la poser. Cher Bouafou, oui. Votre micro est éteint. Bonjour, Voilà. bonjour, bonjour, bonjour à vous. Merci, merci. Bonjour. Bon, la question est relative à un guide d'utilisation des outils de l'IA. Et comme l'AUF regroupe en son sein de nombreux membres,
est-ce qu'il ne serait pas possible que peut-être que l'AUIA mette en place un guide d'utilisation de l'IA, comme par exemple le faire l'Université de Montréal, qui a mis en place un guide d'utilisation des outils de l'IA, de sorte que les utilisateurs, à savoir pourquoi pas les anciens chercheurs, ne se dispersent. Est-ce qu'il ne serait pas possible que l'AUF travaille sur ce projet-là de mise en place d'un guide d'utilisation des outils de l'IA? Telle était ma question. Merci à vous. Oui, Ça, je vais laisser. c'est le point focal de l'AUF à l'université de Bandoukou. Mais je pense que ça, on pourra justement chercher dans les nombreux projets en Côte d'Ivoire de voir comment on peut formaliser cela et proposer aux différents gouvernements pour que ça puisse se passer. Je pense que c'est possible, oui, parce que ça n'existe pas. Ok, c'est bon. Là, c'est encore, ça ouvre beaucoup de chantiers à l'AVF, mais on laisse la parole à Jeff à répondre à ces questions pour voir, voilà, son regard un peu objectif. Voilà, merci. C'est vrai que c'est toujours problématique parce qu'on trouve des guides partout. C'est vrai que celui de Canada est bien fait, celui de l'Université Laval à Québec est très bien fait, celui de Lausanne est très bien fait. Mais du coup, ce qu'on essaie de faire en Suisse, c'est justement de regrouper ça. Donc, on est en train de produire un guide avec 5 universités suisses qui est autour de l'adaptation des évaluations. Et comme finalement la Suisse est membre de la francophonie et que nos universités sont membres de l'AUF, c'est vrai que avec les collègues du monde entier, produire des ressources communes ou adapter des guides existants avec une espèce d'endroit de partage serait bien. Parce qu'au départ, moi, de les problématiques de l'IA, j'avais commencé un Padlet et j'en suis arrivé à 360 ressources, c'était trop. Parce que tout le monde fait des trucs micro. Et donc, en effet, avoir si quelque chose est bien ben, et que la licence permet de le reprendre, ben, peut-être en effet avoir un ensemble de ressources qui soit peut-être concentré par l'AUF, par les bureaux régionaux, et qui soit peut-être pas plus de 3-4 ressources plutôt que d'avoir 360, quoi. Merci, Jeff. De mon côté, je pense que d'abord, oui, c'est bien d'avoir un guide ou plus de guides, mais la problématique est beaucoup plus complexe, comme vous voyez, à travers toutes les dimensions. C'est très complexe. Ça concerne beaucoup de choses à plusieurs niveaux et beaucoup d'acteurs. Un guide, ça ne suffit pas, hein. C'est tout comme la pédagogie, l'enseignement. On peut avoir des tas de guides sur l'enseignement à distance, sur la pédagogie active, numérique, etc. Mais ça ne suffit pas. Donc, ma question, peut-être la dernière question pour représenter un peu les attentes de tout le monde. Voilà, l'outil est très intéressant et voilà, le potentiel d'utilisation est très élevé. La question c'est que non seulement après avoir répondu aux questions, recevoir un rapport avec des recommandations, des conseils, si parmi des faiblesses avérées à travers un questionnaire et des conseils donnés dans la fiche, si on veut aller plus loin, même si on sait que c'est notre point faible, il faut faire ceci, cela, mais on n'a pas de ressources, mais on ne sait pas comment faire. Est-ce que, voilà, Jeff, vous serez susceptible de, voilà, venir en aide pour aller plus loin, voilà, concrétiser ces conseils en un plan d'action concrète pour régler des questions précises sur un terrain. Voilà. C'est clair qu'on pourrait imaginer un atelier par dimension, par exemple, vous voyez, Oui. et que pour chacune des dimensions, les gens qui ont des difficultés dans l'une dimension ou l'autre pourraient se regrouper. Et donc peut-être qu'une université X aurait un intérêt à suivre un atelier sur la dimension 1 et 4, alors qu'un autre 2 et 3. Et donc ça serait peut-être intéressant de s'imaginer, mais il faudrait plus qu'un atelier, il faudrait une bonne journée, je pense. Mais moi, je peux volontiers. Une journée pour toutes les 8 dimensions? Non, je pense qu'il faudrait une journée par dimension. Si vraiment on veut Ok. réfléchir ensemble et outiller, mais c'est pas moi qui devrais l'animer toute, parce qu'en fait, il y a énormément de ressources dans vos universités de gens très compétents aussi. Donc, si l'idée, ça serait d'abord
d'identifier un peu le domaine et de voir en ressources internes dans nos universités quels sont les experts, et puis de pouvoir proposer en effet des activités autour de chaque domaine. Et je pense que c'est assez intéressant, oui, mais c'est un Ouais, projet à oui. réfléchir. Oui, ça me donne des idées. On verra parce que, comme j'ai dit, lors de l'ouverture de cette série de webinaires, c'est un début, mais j'espère qu'on puisse aller plus loin encore. Donc, je retiens en tête cette idée. On va essayer de proposer d'autres activités, accompagnement personnalisé et plus approfondi prochainement. Voilà. Très bien. Ça peut passer On par des arrive à formats la fin. d'université d'été aussi. Oui, ok. Oui, ça nous donne beaucoup de pistes de réflexion. Donc, nous arrivons à la fin de la deuxième session, très intéressante, très enrichissante. Donc, je vous invite d'activer votre caméra. On va faire encore voilà, une capture d'écran de tous les présents voilà, aujourd'hui. Souris, souris, caméra et souris. Un, deux, trois. Voilà, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, bah, peut-être rendez-vous aux deux Merci. prochains ateliers pour ceux et celles qui seront là. Et je vous souhaite un bon Oui, week-end. oui. Merci, Merci bon week-end à beaucoup. tous. Merci. Merci. Au Merci revoir. Nous, beaucoup. c'est le Merci, début de merci la beaucoup. journée, donc. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Hey, Tan, Merci à bonjour. tous. Merci aux formateurs. Merci à l'AUF. Beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Merci au formateur, merci à cette Merci. initiative. Merci à tous. Ok, merci à tous. Merci. Merci. Merci à tous. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir.